mon nom est Megan Young. J'ai 25 ans, et ma vie a toujours ressemblé à un champ de bataille façonné par ma propre famille. J'ai grandi à Bâton Rouge, en Louisiane, où ma sœur aînée était connue pour ses nuits interminables dans les casinos et ses fêtes sauvages. Pendant ce temps, dès l'âge de 17 ans, j'ai été forcé de jouer le rôle de babysitter involontaire, m'occupant de ses 4 enfants, changeant les couches, calmant les crises de colère et endurant des nuits blanches, tout en essayant de suivre le rythme scolaire. Je n'avais pas de temps pour moi, pas d'espace pour rêver, car chaque instant était consommé par des responsabilités qui n'étaient jamais les miennes. Mes parents s'en fichaient. Ils étaient trop occupés à couvrir ces dettes de jeu et à traiter mes sacrifices comme quelque chose d'attendu, jamais apprécié. Des années plus tard, je me suis battu bec et ongle pour m'élever par mes propres moyens. Je me suis lancé dans l'industrie de la technologie, j'ai travaillé plus dur que je ne le pensais possible et j'ai obtenu une belle récompense, une prime de 50 000 $. Mais juste au moment où je pensais être libre, ma famille a frappé à nouveau. Tu dois acheter une maison à ta sœur, ont-ils exigé, leur fonds de retraite complètement épuisé à force de payer ses paris imprudents. J'ai refusé. Ma sœur a craqué, me giflant violemment au visage, les yeux brillants d'un sentiment de droit acquis. Tu nous dois ça, a-t-elle craché, et mes parents l'ont soutenue, faisant peser sur moi un sentiment de culpabilité comme si je n'avais pas déjà fait assez de sacrifices. Mais cette fois, j'étais différente. Je n'étais pas l'adolescente qui endurait silencieusement. J'avais un plan pour inverser la situation, pour prouver qu'ils ne pouvaient plus me manipuler. J'étais prête à leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Avant de partager le reste de mon histoire, dites-moi à quelle heure vous regardez ceci et dans quelle ville. Je veux savoir jusqu'où mon histoire a voyagé. En grandissant à Bâton Rouge, j'ai toujours été éclipsé par Chloé. Mes parents me traitaient comme un fardeau tandis que ma sœur flottait à travers la vie sans se soucier de rien. Maman et papa travaillaient de longues heures dans un supermarché local. Leur salaire était insuffisant, mais d'une manière ou d'une autre, Chloé obtenait toujours le meilleur de tout. Elle rentrait à la maison avec de nouvelles robes, des bijoux étincelants, même des billets d'avion pour des escapades de week-end avec ses amis. Je recevais ses vêtements usagés, décolorés et mal ajustés, et une conférence sur le fait d'être reconnaissante. Tu n'as pas besoin de choses sophistiquées, disait maman, les yeux fixés sur moi comme si j'étais un inconvénient. Pendant ce temps, les rires de Chloé remplissaient la maison, son charme séduisant tout le monde. Il me poussait à prouver ma valeur d'une manière que Chloé n'avait jamais à faire. Au lycée, je faisais la vaisselle, pliais le linge et tondais la pelouse, tout en gardant mes notes presque parfaites. Tu dois gagner ta place, m'a dit papa une fois, sa voix tranchante, comme si mon existence avait besoin d'être justifiée. Chloé, d'un autre côté, séchait les corvées et échouait à ses cours. Pourtant, maman se contentait de hausser les épaules, disant, elle a sa propre voix. Ça me piquait de les voir lui accorder toute leur attention pendant que je me démêlais pour être remarqué. Je passais des heures à étudier dans ma chambre exiguë, le seul endroit où je pouvais échapper à leurs attentes. Mais même cela ne suffisait pas à gagner leur approbation. L'attitude insouciante de Chloé ne faisait qu'empirer les choses. Elle arrivait des soirées en soufflant du parfum et en gloussant à propos de sa dernière aventure, tandis que j'étais coincé à nettoyer ses dégâts, au sens propre comme au figuré. Une fois, elle a renversé du soda sur le canapé et l'a laissé pour que je le nettoie, sachant que maman et papa ne broncheraient pas. Ils riaient de ses pitreries, la qualifiant d'entreprenante, tandis que j'étais étiqueté comme la responsable, un titre qui ressemblait plus à une chaîne qu'à un compliment. Je me souviens être assise à la table de la cuisine, fixant mes devoirs de mathématiques pendant que Chloé diffusait de la musique à l'étage, sa vie étant une célébration constante. Ce n'était pas juste, mais se plaindre ne me valait qu'une leçon sur la loyauté familiale. Les priorités de maman et papa étaient claires. Leur argent servait aux caprices de Chloé, des billets de concert, un nouveau téléphone brillant, même un voyage de vacances de printemps à Miami quand j'étais enfant. J'ai eu un sac à dos d'occasion et un avertissement de le faire durer. Leurs emplois au supermarché signifiaient que nous n'étions pas riches, mais ils trouvaient toujours un supplément pour elle. Une fois, j'ai entendu papa dire à maman qu'ils avaient puisé dans leurs économies pour la réparation de la voiture de Chloé, ne laissant rien pour mes fournitures scolaires. Elle en a plus besoin, a-t-il dit, rejetant mes besoins sans y penser à 2 fois. C'était comme si j'étais invisible, mes efforts engloutis par leur obsession de garder Chloé heureuse. Cette invisibilité m'a forcé à grandir vite. J'ai appris tôt que personne n'allait rien me donner. Alors que Chloé s'appuyait sur maman et papa, j'ai compris comment me débrouiller seul.
J'ai commencé à donner des cours particuliers à des camarades de classe pour de l'argent supplémentaire, cachant l'argent dans une boîte à chaussures sous mon lit. Je restais éveillé la nuit à rêver d'une vie où je ne serais pas défini par l'ombre de ma sœur. Ces moments de solitude, bien que douloureux, m'ont appris la résilience. Je ne faisais pas que survivre, je construisais une fondation pour me libérer. Au moment où je suis arrivé au lycée, je savais que compter sur mes parents était une impasse. Je devais tracer ma propre voie, peu importe à quel point c'était difficile. En terminale, ma vie tournait autour des enfants de Chloé. Ma sœur avait 4 enfants de différentes relations, chacun étant un tourbillon de chaos, et elle me les confiait sans y penser à 2 fois. Il y avait le bambin qui hurlait toute la nuit, l'enfant de 6 ans qui refusait de manger autre chose que des bonbons, et 2 autres qui se disputaient constamment. J'avais à peine 17 ans, essayant de suivre le rythme des cours de préparation à l'université et des candidatures. Mais Chloé s'en fichait. Elle les laissait à notre maison à Bâton Rouge, promettant d'être de retour dans quelques heures, puis disparaissait pendant des jours. Je me retrouvais à changer les couches, à cuisiner des macaronis et à séparer les combats, pendant que mes manuels scolaires prenaient la poussière. Le pire, c'est que cela a fait chuter mes notes. Je restais éveillé après minuit à bercer un bébé qui pleurait tout en essayant de mémoriser des formules de chimie. Ma moyenne générale, autrefois excellente, a baissé et mon rêve d'une bourse pour une grande école de technologie s'est éloigné. Les professeurs l'ont remarqué, me demandant pourquoi je prenais du retard, mais je n'ai pas pu me résoudre à expliquer que j'élevais les enfants de quelqu'un d'autre. Une fois, j'ai manqué un examen crucial parce qu'un des enfants avait une forte fièvre, et j'ai dû les emmener d'urgence à la clinique. Quand j'ai supplié Chloé de prendre ses responsabilités, elle a juste ri. « Tu es meilleur que moi pour ça », a-t-elle dit, jetant ses cheveux en arrière avant de repartir. C'était comme si je n'existais pas au-delà du fait d'être sa nounou non rémunérée. Marie, l'amie de Chloé, n'était d'aucune aide. Elle se présentait chez nous toute pimpante, exhortant Chloé à aller au casino ou à une fête bruyante à la Nouvelle-Orléans. Elle partait dans un nuage de parfums, gloussant à propos des machines à sous et des boissons gratuites, pendant que j'étais coincé à éponger le jus renversé. Marie ne proposait jamais d'aider, même pas une seule fois. Elle se contentait de faire un sourire suffisant et de dire « Tu as tout en main, n'est-ce pas ?» J'avais envie de crier. Leur soirée me laissait submergé de responsabilités, sans temps pour les amis ni même un moment pour respirer. Je me perdais dans leur égoïsme. L'épuisement est devenu mon compagnon constant. Je m'effondrais sur le canapé après avoir couché les enfants, mon corps douloureux, mon esprit courant avec tout ce que je ne faisais pas, étudier, dormir, vivre ma propre vie. Je me sentais comme une femme de ménage, invisible et non appréciée, piégée dans un rôle que je n'avais jamais demandé. Les enfants n'étaient pas le problème, ils étaient juste pris dans le gâchis de Chloé. Mais être leur mère de substitution à 17 ans m'écrasait. Je fixais mon reflet dans le miroir de la salle de bain, me demandant comment j'étais devenu si jetable. Chaque devoir manqué, chaque nuit blanche me semblait être un vol de mon avenir. Maman et papa ont empiré les choses. Ils rentraient de leur travail au supermarché et voyaient le chaos, des jouets éparpillés, de la vaisselle empilée, mais ne remettaient jamais Chloé en question. Elle a beaucoup de choses sur les bras, disait maman, sa voix douce, comme si Chloé était la victime. Quand j'essayais d'expliquer à quel point j'étais dépassé, papa me coupait la parole. La famille est de la famille, a-t-il lancé, comme si mes luttes ne comptaient pas. Il donnait même de l'argent à Chloé pour ses dépenses, sachant très bien qu'elle le gaspillait aux machines à sous. Pendant ce temps, je n'avais pas les moyens de m'acheter une nouvelle calculatrice pour l'école. Leur soutien aveugle pour elle me semblait être une trahison, un rappel que mes sacrifices ne signifiaient rien pour eux. L'université était ma façon de sortir de cette maison. J'avais passé des années piégé dans le chaos de ma famille, et à 18 ans, j'étais déterminé à me libérer. J'ai été accepté dans une université d'État en Louisiane, me spécialisant en informatique, un domaine qui promettait un avenir que je pouvais contrôler. Mes notes du lycée étaient égratignées par le babysitting des enfants de Chloé, mais j'ai obtenu une bourse partielle. Pour couvrir le reste, j'ai jonglé avec 2 emplois, donné des cours de maths à des étudiants de première année en difficulté et servir du café dans un café du campus. La plupart des nuits, je codais jusqu'à 3 heures du matin, les yeux brûlants, nourri par le rêve d'une vie où je ne serais pas défini par les gâchis de ma sœur. Ma chambre de résidence universitaire était un sanctuaire exigu rempli de manuels scolaires et de notes autocollantes, un contraste frappant avec la maison encombrée que j'avais laissée derrière moi. Mes parents n'ont pas soutenu ma fuite. Quand je leur ai parlé de l'université,
maman a roulé des yeux. Tu abandonnes ta famille, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de culpabilité. Papa était pire, suggérant que je reporte mon admission pour aider Chloé. Il me voyait toujours comme sa gardienne, pas comme une personne avec mes propres ambitions. J'ai quand même fait mes valises, ignorant leurs leçons sur la loyauté. Leur désapprobation me pesait, mais j'ai refusé de la laisser m'ancrer. J'ai déménagé, déterminé à construire quelque chose qu'ils ne pourraient pas démolir. Chaque pas qui m'éloignait d'eux me donnait l'impression de récupérer un morceau de moi-même. Chloé a pris ma décision comme une attaque personnelle. Un soir, lors d'une visite à la maison avant mon premier semestre, elle a fait irruption dans ma chambre. J'étais en train d'organiser mon emploi du temps sur mon ordinateur portable d'occasion, mon billet pour un avenir meilleur. Sans un mot, elle l'a arraché de mes mains et l'a fracassé contre le mur, l'écran se fissurant comme ma patience. « Tu te crois trop bien pour nous ?» a-t-elle raillé, les yeux flamboyants. Cet ordinateur portable contenait mes notes, mes candidatures, ma bouée de sauvetage. Le remplacer a épuisé mes économies, me forçant à sauter des repas pendant des semaines. Je ne l'ai pas confrontée. Je savais qu'elle voulait me saboter, et je ne lui donnais pas cette satisfaction. Malgré son coup d'éclat, j'ai continué. En troisième année, j'ai participé à un hackathon régional, investissant des semaines dans une application mobile qui rationalisait les livraisons des entreprises locales. Mon équipe a remporté la première place et je suis reparti avec un prix de 50 000 $, une manne qui ressemblait à une bouée de sauvetage. Je l'ai mis dans un compte d'épargne, rêvant d'un avenir où je pourrais m'offrir mon propre logement, à l'abri de la portée de ma famille. Cet argent n'était pas que de l'argent, c'était la preuve que je pouvais réussir sans eux. J'ai fait profil bas, jonglant avec les cours et les emplois, sachant que chaque nuit blanche me rapprochait de l'indépendance. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une entreprise technologique à bâton rouge, travaillant sur des logiciels qui alimentaient les startups locales. Le travail était exigeant, mais j'aimais ça. Chaque ligne de code était un pas vers la stabilité. Mon salaire me permettait de louer un appartement modeste, ma première vraie maison, où je pouvais choisir mes propres meubles, et non me contenter des rebuts de Chloé. À 25 ans, j'avais construit une carrière qui me donnait la sécurité financière, ce que mes parents n'avaient jamais eu. Chaque promotion, chaque projet me donnait l'impression d'une victoire sur les années de négligence. Je ne faisais plus que survivre, je m'épanouissais à mes propres conditions, loin du chaos des attentes de ma famille. Un soir, mes parents ont appelé avec une demande scandaleuse. J'étais dans mon appartement de bâton rouge, enfin installé dans une vie que j'avais construite à partir de rien, quand la voix de maman a crépité au téléphone. « Nous devons parler de ta sœur », a-t-elle dit, son ton lourd d'attente. Elle et papa l'ont exposé clairement, Chloé avait besoin d'une maison, et ils s'attendaient à ce que je la lui achète. Leur fonds de retraite, ont-ils admis, était parti, anéanti par des années à sortir Chloé des dettes de jeu. Ils avaient remboursé ses prêts de casino, couvert ses cartes de crédit à découvert, et maintenant il ne leur restait plus rien. « Tu as cet argent de la technologie », a dit papa, comme si mes économies étaient les leurs. « Il est temps que tu fasses ton devoir. » L'audace m'a frappé comme un coup de poing. J'avais travaillé jusqu'à l'os pour chaque centime alors qu'ils avaient canalisé leur argent dans les paris imprudents de Chloé. J'ai conduit jusqu'à chez eux le lendemain, déterminé à remettre les choses au clair. Chloé était là, affalée sur le canapé comme si elle était chez elle. Quand j'ai dit non à la maison, son visage s'est tordu de fureur. « Tu es tellement égoïste », a-t-elle crié, se levant d'un bond. Avant que je puisse réagir, sa main a volé à travers ma joue, la piqûre vive et humiliante. « Tu es sans cœur, tu gardes tout cet argent pendant que je suis en difficulté », a-t-elle craché. Ces mots brûlaient, mais ils n'étaient pas vrais. J'avais passé des années à me sacrifier pour ses enfants, ses gâchis, pendant qu'elle faisait la fête. J'ai touché mon visage, le choc cédant la place à la colère. Elle n'avait pas à me culpabiliser pour que je répare sa vie. J'ai tenu bon, ma voix ferme malgré la chaleur dans ma poitrine. Je ne suis pas responsable de Chloé, leur ai-je dit. Je viens de commencer ma carrière, et je ne vais pas la jeter pour nettoyer ses erreurs. J'ai expliqué comment j'avais grimpé à la force du poignet pendant mes études universitaires, payé mon propre chemin et construit une vie stable sans leur aide. Mon prix de 50 000 $ au hackathon était pour mon avenir, un acompte sur ma propre maison, pas une aumône pour les mauvais choix de Chloé. Ils m'ont regardé, stupéfaits, comme si je les avais trahis. Chloé s'est moquée, croisant les bras. « Tu nous dois ça », a-t-elle dit,
sa voix dégoulinant d'un sentiment de droit acquis. J'ai secoué la tête. Ces problèmes n'étaient pas les miens à résoudre. Maman et papa n'ont pas lâché prise. Ils se sont appuyés fortement sur la manipulation, leur voix douce mais coupante. La famille prend soin de la famille, a dit maman, les yeux embués comme si c'était moi qui lui faisais du mal. Papa s'est joint à la conversation, racontant chaque petite chose qu'ils avaient faite pour moi en grandissant, comme si je n'avais pas passé mon adolescence à élever les enfants de Chloé. Ils m'ont dépeinte comme un ingrate, transformant mon refus en un échec moral. Après tout ce que nous avons sacrifié, tu ne peux pas faire cette seule chose, a demandé papa, son ton lourd de culpabilité. C'était une tactique que je connaissais bien. Des années de favoritisme envers elle m'avaient appris comment ils utilisaient le devoir familial comme une arme. Mais je voyais clair maintenant. Leur sacrifice avait toujours été pour Chloé, pas pour moi. J'ai refusé de céder. Chaque fibre de mon être criait de partir, mais je suis resté calme, répétant ma position. J'en ai assez donné, ai-je dit, ma voix ferme. Les dettes de Chloé, ses enfants, ses choix, ce ne sont pas mes fardeaux. Je leur ai rappelé que j'avais dépensé mes économies pour remplacer un ordinateur portable qu'elle avait détruit, manqué des opportunités à cause de son chaos. Ma carrière était encore jeune, je n'allais pas la faire dérailler pour financer son style de vie. Chloé est sortie en trombe, marmonnant à propos de ma cupidité, tandis que maman et papa étaient assis en silence, leur déception palpable. Pour la première fois, je m'en fichais. J'avais construit ma vie par moi-même, et je n'allais pas les laisser la démolir. En sortant par cette porte, je me suis sentie plus légère, comme si j'avais enfin revendiqué ma liberté. Après que j'ai dit non, ma famille a accentué la pression. Mes parents ne voulaient pas renoncer à leur demande que je sorte Chloé du pétrin. Mon téléphone vibrait sans relâche, plusieurs appels par jour de maman et papa, chacun dégoulinant de culpabilité. « Comment peux-tu nous tourner le dos ?» sanglotait maman, sa voix brisée comme si j'avais brisé son monde. Papa a adopté une approche plus sévère, laissant des messages vocaux qui m'accusaient d'abandonner mes racines. « Nous t'avons mieux élevé que ça », disait-il, ignorant comment ils avaient toujours fait passer Chloé en premier. Ils ont dépeint mon refus comme une trahison, transformant chaque conversation pour me faire sentir comme la méchante. Je raccrochais, les mains tremblantes, leurs mots griffant ma détermination. Pourtant, je savais que céder signifierait sacrifier tout ce que j'avais construit. Chloé a poussé les choses à un autre niveau. Elle a publié une diatribe cinglante sur les médias sociaux, me dépeignant comme une sœur froide et avide qui avait abandonné sa famille. Son message était un chef-d'œuvre de distorsion, affirmant que j'avais amassé mon argent de la technologie pendant qu'elle et ses enfants luttaient. Certaines personnes oublient d'où elles viennent, a-t-elle écrit, taguant nos connaissances mutuelles pour un impact maximal. Les commentaires ont afflué, des gens que je connaissais à peine me traitant de sans-cœur, remettant en question mon caractère. Chaque notification me donnait l'impression d'un coup de poignard, une humiliation publique conçue pour me briser. Chloé savait exactement ce qu'elle faisait, utilisant sa victimisation comme une arme pour rallier la sympathie et retourner notre communauté contre moi. Marie, l'amie de Chloé, a amplifié l'attaque. Elle a partagé le message de Chloé avec une légende narquoise, le succès fait oublier à certaines personnes leur famille. Je n'avais jamais été proche de Marie, mais voir son message m'a piqué. Son partage a répandu les mensonges, atteignant davantage mes collègues et d'anciens camarades de classe qui n'avaient aucun contexte. Ma boîte de réception s'est remplie de messages d'étrangers, certains plaignant Chloé, d'autres me jugeant. J'ai fixé mon téléphone, l'écran brillant d'accusations, et j'ai senti mon monde rétrécir. L'audace de tout cela, Marie, qui entraînait Chloé dans les casinos pendant que je faisais du babysitting, jouant maintenant la carte morale, était exaspérante. Leur campagne de diffamation coordonnée m'a fait remettre en question en qui je pouvais avoir confiance. L'isolement a frappé fort. Des amis que je pensais connaître ont cessé de répondre à mes textos, leur silence étant plus fort que les mots. Au travail, j'ai surpris des chuchotements de collègues se demandant si j'étais vraiment aussi insensible que le prétendait le message de Chloé. Le poids d'être mal comprise m'a écrasé, menaçant de briser ma confiance. Je restais éveillé dans mon appartement, repassant leurs accusations, me demandant si j'avais tort de me donner la priorité. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. J'avais donné des années aux enfants de Chloé, à son chaos, pendant que mes parents l'encourageaient. La solitude était étouffante, mais j'ai refusé de laisser leurs mensonges me définir. Je n'étais pas la méchante qu'ils voulaient que je sois. J'ai décidé de riposter,
non pas avec colère, mais avec clarté. J'ai commencé à rédiger une réponse, un message calme et factuel pour remettre les pendules à l'heure. Je décrirai les années que j'ai passées à élever les enfants de Chloé, l'ordinateur portable qu'elle a détruit, les sacrifices que j'ai faits pendant qu'ils soutenaient ses jeux d'argent. Je n'insulterai ni ne me rabaisserai à leur niveau, je me contenterai d'exposer la vérité et de la laisser parler d'elle-même. J'ai contacté quelques collègues proches, expliquant mon point de vue en privé pour rétablir la confiance. Chaque mot que j'écrivais, chaque appel que je passais était un pas vers la récupération de mon récit. Je ne protégeais pas seulement ma réputation, je défendais la vie que j'avais gagnée. Et aucune quantité de pression de leur part ne pourrait me l'enlever. J'ai décidé qu'il était temps de raconter mon histoire au monde. Après des mois de mensonges de Chloé et des sentiments de culpabilité de mes parents, j'en avais assez d'être la méchante dans leur récit. J'ai installé mon téléphone dans mon appartement de Bâton Rouge, la douce lumière de ma lampe de bureau projetant des ombres sur le mur, et j'ai cliqué sur le bouton « En direct » sur TikTok. Mon cœur battait à tout rompre alors que je faisais face à la caméra, mais j'ai parlé clairement, exposant la vérité, comment mes parents favorisaient Chloé, encourageant sa dépendance au jeu pendant que j'élevais ses enfants, comment ils exigeaient que je lui achète une maison avec l'argent que j'avais gagné grâce à des années de sacrifice. J'ai partagé mon point de vue, non pas avec colère, mais avec une calme résolution de remettre les pendules à l'heure. Ma voix n'a pas tremblé, même en me préparant aux réactions négatives. Pour étayer mes dires, j'ai montré des preuves. J'ai brandi des captures d'écran des textos de Chloé, où elle s'était vantée de ses gains au casino et m'avait supplié de lui donner de l'argent dans le même souffle. J'ai affiché un avis de dette de casino numérisé que j'avais trouvé dans la maison de mes parents, prouvant qu'ils avaient épuisé leur retraite pour couvrir ses pertes. Chaque pièce me donnait l'impression d'un bouclier, protégeant ma vérité de leur distorsion. J'ai expliqué comment j'avais travaillé pendant mes études universitaires, reconstruit ma vie après que Chloé a détruit mon ordinateur portable et refusé de financer son chaos. Le chat a explosé d'émoticônes choqués et de questions, les téléspectateurs stupéfaits par l'audace des demandes de ma famille. J'ai ressenti un étrange soulagement, comme si j'avais enfin expiré après avoir retenu ma respiration pendant des années. La réponse a été écrasante. En quelques heures, la diffusion en direct est devenue virale, accumulant des milliers de vues. Des inconnus ont inondé les commentaires de soutien, me traitant de résiliente et de courageuse. « Vous ne leur devez rien », a écrit un téléspectateur, repris par des douzaines d'autres. D'autres ont partagé leurs propres histoires de pression familiale, créant une vague de solidarité qui m'a réchauffé malgré le chaos. Mais tout le monde n'était pas gentil. Certains m'ont accusé de laver son linge sale en public, disant que les affaires de famille devaient rester privées. Pourtant, le soutien a dépassé les critiques, et la portée de la vidéo a exposé le comportement de ma famille à notre petite communauté de Bâton Rouge. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière leurs mensonges, et cette honte publique les a frappés durement. Marie, de toutes les personnes, m'a contacté. J'étais méfiante, elle avait amplifié la campagne de diffamation de Chloé auparavant, mais elle m'a envoyé un message en privé, s'excusant pour son rôle. Je ne connaissais pas toute l'histoire, a-t-elle dit, sa voix douce lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café local. Elle avait vu ma diffusion en direct et réalisé tout ce que j'avais porté. Marie m'a exhorté à continuer à m'exprimer, disant que mon histoire pourrait inspirer les autres. Son encouragement me semblait sincère, un changement surprenant par rapport à la femme qui avait autrefois poussé Chloé à bout. Je ne lui faisais pas entièrement confiance, mais ces mots m'ont donné la force de tenir bon. Pour la première fois, j'avais l'impression que quelqu'un du cercle de Chloé me voyait comme plus qu'un bouc émissaire. La réaction de ma famille a été explosive. Chloé a appelé le lendemain, sa voix tremblant de rage. « Retire cette vidéo », a-t-elle crié, m'accusant de l'humilier, elle et ses enfants. Maman et papa ont suivi avec leurs messages vocaux, un mélange de fureur et de désespoir. « Tu nous as tous mis dans l'embarras », a aboyé papa, tandis que maman plaidait, « Comment as-tu pu faire ça à ta famille ?» Ils ont exigé que je supprime la vidéo, affirmant qu'elle avait ruiné leur réputation. J'ai refusé, ma détermination inébranlable. J'avais passé trop de temps réduite au silence par leur manipulation. La vérité était au grand jour, et je n'allais pas l'enterrer pour épargner leur fierté. Leur colère prouvait seulement qu'ils se souciaient plus des apparences que de la responsabilisation. Après la diffusion en direct, j'ai fait mon choix final. Le poids des accusations de ma famille, leurs demandes incessantes et des années de leur favoritisme m'avaient poussé à bout. J'en avais fini. Assise dans mon appartement tranquille de Bâton Rouge,
j'ai ouvert mon téléphone et bloqué le numéro de Chloé, puis celui de maman, puis celui de papa. Chaque tapotement me donnait l'impression de couper une chaîne, me libérant de leurs interminables voyages de culpabilité. Je me suis désabonné d'eux sur toutes les plateformes, j'ai supprimé leurs messages sans les lire et j'ai mis leur courriel en sourdine. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais libérateur. Pour la première fois depuis des années, je ne redoutais pas le prochain appel ou texto. J'avais passé trop de temps lié à leur chaos, et couper le contact était ma déclaration d'indépendance. Le monde de Chloé s'est effondré rapidement. Sans l'argent de mes parents ni mon soutien, ses dettes de jeu l'ont rattrapé. Une connaissance mutuelle m'a parlé de créanciers se présentant à sa porte, exigeant le paiement de prêts qu'elle avait contractés dans des casinos locaux. Ils ont menacé de poursuites, de reprise de sa voiture, voire d'expulsion si elle ne pouvait pas régler la situation. La bravade de Chloé s'est effondrée. Elle avait toujours compté sur quelqu'un pour la sortir du pétrin, mais maintenant elle était seule. Je n'ai pas ressenti de pitié, seulement un sinistre sentiment de justice. Ses choix avaient créé ce gâchis, et elle devrait en affronter les conséquences sans m'entraîner avec elle. J'ai gardé mes distances, refusant de laisser son drame me ramener en arrière. Mes parents ont fait face à leurs propres retombées. La diffusion en direct avait exposé leur encouragement à la dépendance de Chloé, et la communauté soudée de Bâton Rouge ne l'a pas laissé passer. Les voisins qui les invitaient autrefois au barbecue leur lançaient maintenant des regards froids à l'épicerie. Un collègue a mentionné avoir surpris des commérages lors d'un groupe d'église locale, où les gens chuchotaient au sujet de l'imprudence financière de maman et papa. Leur réputation, autrefois soutenue par les apparences, s'est effondrée sous le poids de la vérité. Ils ont essayé d'appeler à partir de nouveaux numéros, laissant des messages vocaux qui oscillaient entre la colère et les appels à la réconciliation, mais je n'ai pas répondu. Leur perte de statut était de leur propre chef, pas du mien. J'ai tourné mon attention vers ma carrière, versant de l'énergie dans mon emploi dans le domaine de la technologie. Mes journées étaient remplies de codage, de réunions et de remue-ménage de nouveaux projets, un travail qui me mettait au défi et me donnait un but. J'avais récemment été promu à la tête d'une petite équipe, un rôle qui me poussait à grandir. Mon appartement, autrefois juste un endroit pour dormir, est devenu mon havre de paix. Je l'ai décoré avec des plantes et des petites touches réservées qui l'ont fait mien. Je me réveillais avec la lumière du soleil qui pénétrait par ma fenêtre, ne redoutant plus le drame familial. Mes économies, intactes par les demandes de Chloé, augmentaient régulièrement, un filet de sécurité pour mon avenir. C'était la vie pour laquelle je m'étais battu, et je la vivais enfin à mes propres conditions. Avec le recul, j'ai appris à établir des limites, féroces et inflexibles. Me donner la priorité n'était pas égoïste, c'était de la survie. La manipulation de ma famille m'avait autrefois fait douter de ma valeur, mais j'ai compris maintenant que leur demande visait le contrôle, pas l'amour. En m'éloignant, j'ai récupéré ma voix, mon temps et ma paix. Je n'étais pas sans cœur en me choisissant, j'étais forte. À tous ceux qui regardent, sachez que vous pouvez vous libérer des liens toxiques. Vous ne devez à personne votre bonheur. Merci d'avoir écouté. Partagez vos pensées ci-dessous, et soutenons-nous mutuellement.